Il y a une contradiction grave. Mais c'est un pas vers il n'y la a calmie. pas de pas, ça fait plus de 30 ans qu'on négocie. D'abord, on négocie quoi? Pourquoi négocier? Le président l'a dit clairement qu'il retire d'abord leurs troupes. Kagame doit retirer ses militaires du territoire congolais. Et puis on va négocier. Non, non, on va parler. Oui, on va parler. Négocier. Oui. Il lui a dit, c'est un criminel. C'est très clair. Je pense que quand vous suivez le président, vous vous rendrez compte que l'homme n'a pas changé. Il est resté le même. Mais il y a des pressions extérieures qui demandent à ce qu'il négocie avec Kagame pour qu'on intègre encore tous les bandits d'M23, comme on a toujours fait, qu'ils entrent au gouvernement, et dans l'armée, et dans toutes les institutions. En fait, c'est un processus qu'on a mis en place pour balkaniser. C'est une guerre d'usure. Ça fait 30 ans, mais ça fera 30 ans. Vous êtes en train de chercher à encercler la RDC, déjà, des terres au Congo-Brazza, en Zambie, et bientôt c'est en Angola. Non. Le Rwanda a acheté des terres en Centrafrique. Il a acheté des terres au Congo-Brazzaville, en Zambie. Chez nous, il y a négociation. Chez nous, il a acheté. Ce n'est pas le Rwanda. M. Kagame joue le rôle d'un négré état moderne. En fait, l'achat des terres qui sont faits par Paul Kagame, c'est en prévision de la révision des frontières de l'Afrique. Nos amis occidentaux ne veulent pas que les Africains se réveillent. Parce que si vous allez vous réveiller aujourd'hui, on ne saura pas vous exploiter. C'est comme on s'embrouille, ils sont contents. Vous voyez, vous êtes à Kinshasa, vous priez, vous dansez, mais là-bas, les mines de Roubaïa, ils pillent. Ils pillent. Ils prennent gratuitement, ils vendent à qui? Est-ce que vous avez vu nos amis qui viennent, qui vous disent, les donnent des leçons de bonne gouvernance, attaquer Kagame, qui est en train de piller les minéraux du Congo? Rien. Ils sont tous complices. Les crises, c'était Bourgogne qu'on comparait. Tous les bandits étaient à Ouaga. Ouais. Donc quand il est parti, le président qui est arrivé ne voulait pas. On l'a écarté. Quand Yebe est arrivé, il a trouvé les mêmes problèmes. On est parti les voir s'ils peuvent négocier avec lui. Comme ça, lui reste tranquille. Il peut faire même 10 ans au pouvoir, même 20 ans. Qu'on laisse faire leur magouille, leur trafic de drogue là-bas. Il va refuser. C'est ainsi qu'on manipule, avec tous les Français qui n'ont pas voulu céder la place, on manipule ces jeunes gens qu'on dit ce sont des djihadistes qui attaquent les Burkina Faso. Mais la chance de Ybe, c'est quoi? Il a signé des accords avec la Russie. Oui. Maintenant, il est protégé par les Russes. Voilà, en dehors de la population que les soutiennent, il y a maintenant une protection des Russes. De Poutine. Voilà pourquoi il tient. Voilà. Bienvenue à ce magazine plateau spécial d'une manière également spéciale parce que vous avez les visages qui vous est familier à tout moment, mais aujourd'hui spécialement aussi c'est un autre visage. Mesdames, Messieurs, nous allons parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien qu'hier il y a eu tête-à-tête entre le ministre angolais des Affaires étrangères ainsi que sa collègue de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba. C'était pour ainsi faire l'évaluation de l'accord signé pour le cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda. Sanctions judiciaires contre le rebelle et président de l'AFC, Corneille Nangaa, et ses complices. En tout cas, nous allons également évoquer la question, la sortie médiatique de Félix Tshisekedi dernièrement en Belgique. On en parle encore avec des analystes. Nous allons pouvoir ainsi évoquer la question par rapport à son discours qui a été attaquant pour le Rwanda. Vous le savez également que le gouvernement de la République tient mordicus à pouvoir lutter contre la cherté de la vie sur toute l'étendue du territoire national et aussi des mesures qui ont été prises par le VPM, ministre en charge de l'économie nationale. Nous avons cité les professeurs Daniel Mukoko Samba. Et pour évoquer toutes ces questions, je reçois pour vous sur ce plateau Freddy Mulumba. Il est journaliste, politologue, également président de la conscience nationale congolaise. Exact. Monsieur Freddy Mulumba, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oh, très bien. La santé, ça va? Comme d'habitude. Au rythme du pays ou bien ça marche bien? Au taux du jour. Ah, ok. Alors, pour commencer, pour entrer également dans les vifs de toutes ces questions évoquées ici, d'abord, votre
impression, pour ne pas aller trop loin, par rapport à l'élection du bureau, des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais. Nous parlons ici du Sénat. Samalou Condé, sans surprise, comme il a été candidat unique de l'Union sacrée, a été élu à ce poste de la primature au Sénat. Il n'y a qu'un pas. Oui, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait élection, mais vous savez, quand ça s'est passé, si j'étais absent, j'étais au Burkina Faso, à Ouaga, ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une bonne image du pays. C'est que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Les militants sont partis casser les histoires au palais du peuple. Des actes de vandalisme, là. Pas bon, donc ça prouve qu'il y a un problème quelque part là, qu'il faut toutefois régler avec la population, avec notre peuple, pour expliquer à notre peuple comment les choses fonctionnent et pour quel objectif. C'est important. Parce que quand ça sort, comment ça passe, quand on dit d'abord la démocratie, c'est le peuple. Quand le peuple va vandaliser encore le palais du peuple, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait élection, ça pose un problème. Mais du moins, je pense qu'on a trouvé quand même un compromis. Le fait que l'autre, le président, l'ancien Premier ministre est devenu président du Sénat. C'est une bonne chose, oui. Et vous pensez qu'il va faire mieux? Parce que le Sénat, c'est la chambre des sages. Oui, il va faire mieux quand le peuple va suivre de plus près. Vous savez, en démocratie, il faut que la population, le peuple suive la gestion, le comportement, les attitudes de dirigeants. C'est ça la démocratie. On ne peut pas laisser les dirigeants faire du n'importe quoi. Il faut être vigilant, suivre de plus près. Est-ce que ce qu'on fait, c'est pour le bien de la nation? C'est pour les futurs de nos enfants? C'est important. Donc, il ne faut pas seulement donner, comment dirais-je, accepter comme ça et ne pas critiquer. Et c'est là, moi, j'ai dit, il faut que la presse fasse son travail. La presse doit suivre. Vous revenez si souvent sur ce mot, hein? La presse doit faire son travail. Faire le travail, c'est d'abord donner l'information. Le peuple doit être informé. De tout. De tout. Après information, on peut faire des commentaires comme on les fait d'habitude dans la presse, donc dans les médias. Après le commentaire, on fait des analyses. Ça signifie qu'il faut des spécialistes en matière qui doivent expliquer les causes, les conséquences et nous proposer des solutions. Décortiquer les questions. Et à la fin, il faut donner des orientations. Ah, surtout ça. Hein? Oui, c'est important. Sinon, ça sert à rien de faire la presse, d'être journaliste. On peut faire autre chose et s'enrichir qu'être dans la presse passer des moments difficiles. Donc, en tout cas, vous jetez des fleurs à l'élection de Sama à la tête du Sénat. Oui, je dis que c'est bien. C'est bien, c'est quand même bien passé, mais il faut que le peuple suive ce qui s'est passé réellement, de près. Il faut rester vigilant. C'est le travail, c'est ça la démocratie. Merci. Okay. Merci Freddy Moulumba. Déjà, vous revenez de Ouagadougou, Burkina Faso, bien sûr, pays appelé autrefois pays des hommes intègres. Jusqu'aujourd'hui, c'est le pays des hommes intègres. Ah bon? Oui, je pense que le président Ibé reflète ça. C'était l'image de Thomas Sankara. Oui. C'était la première fois. Qui fait mal aux Occidentaux, aux impérialistes. Non, ne fait pas mal. Il dit la vérité. Oui, mais ça, des vérités qui dérangent les autres. Il faut dire que c'était la première fois que j'arrive là-bas. Généralement, je lis des livres sur Thomas Sankara. J'ai vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, même à la télévision burkinabé. Ce que le président Ibé fait. J'ai dit, il faut que j'assure parce que vous voyez ce qui se passe. J'ai passé 2 semaines. Ah bon? J'ai rencontré des responsables de la presse officielle. Pour les dire quoi? Discuter parce que j'observe. Je vois ce que je vois. Il y a des choses qui se passent à la télévision, je regarde, mais sur le terrain, j'ai trouvé autre chose. Par exemple, je cherchais un livre écrit sur le président Ibé. Il n'y en a pas. Et j'ai discuté avec des journalistes. Non, mais il n'a pas beaucoup de temps au pouvoir. Ce n'est pas, pas à lui d'écrire. C'est aux intellectuels. Oui, mais on doit d'abord suivre ce qu'il fait. Non. Pour arriver à... Ça fait, je pense, 1 ou bien 2 ans qu'il a fait le coup d'État. Ouais. Il faut expliquer les gens dans quelles conditions ça s'est passé et pour quel objectif. Quelle est sa vision? Qu'est-ce qu'il veut? Toi, quand il passe à la télévision, il parle de la lutte contre l'impérialisme. Donc, c'est le discours de Thomas Sankara. Mais en dehors de ce discours, il faut qu'il y ait un soubassement. Oui. Donc, quand il dit soubassement intellectuel, philosophique, c'est pour que son discours entre dans la population. Donc, il y a un déficit. Et quand j'ai parlé avec la responsable de
du journal Sidaya, qui est une femme très solide. J'ai comparé, j'ai établi une comparaison avec nous. Je me suis rendu compte, là-bas, c'est la patrie ou la mort. Ah bon? Oui. À tous les niveaux. La patrie ou la mort. De la presse? Je parle de la presse. Ouais. D'abord, c'est la patrie. La patrie ou la mort. Donc, tout le monde se bat pour vaincre tous ces terroristes-là. Ok. Donc, je dirais que les gens sont derrière le président Ibé. Il n'y a pas de discussion. Contrairement à ce qui s'est fait ici chez nous. Mais j'établis une comparaison. Nous venons chez nous. Nous sommes occupés. Kagame fait n'importe quoi. Mais vous retrouvez d'abord dans nos médias, les gens contredisent. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Au stade, tel a fait ceci au stade. Une confusion totale. Ça prouve qu'il y a l'absence d'une communication, d'une politique de communication nationale. À Ouaga, j'ai trouvé le ministre de la Communication qui suit de plus près. Apparemment, vous avez un problème avec Mouyaya? Non, n'entrez pas dans ces histoires des Africains là. Je ne suis pas comme ça. Chaque fois, je suis de la presse. C'est normal que j'apporte une critique, non? Et ici en RDC, il y a manque. Non, j'ai dit qu'il n'y a pas une politique nationale de communication. On venait de lancer une nouvelle campagne. J'ai dit qu'il n'y a pas une politique nationale de communication. Demandez à tous les intellectuels, ils vont vous expliquer. Nous avons l'université de Kinshasa, il y a des spécialistes, ils peinent, ils fasciquent. Allez poser la question. Est-ce que le Congo actuel a une politique de communication? Ça n'existe pas. Ça existait quand alors? Du temps de Mobutu. Je pense que vous n'étiez pas encore né. Et réalisez l'histoire. Je pense que Mobutu a eu la chance d'avoir des intellectuels qui lui ont permis d'asseoir sa vision. Bien entendu, ça servait à lui-même, pas au pays. Quand vous parlez de recours à l'authenticité. Mais c'était dans les médias où les débats s'est passé. Aujourd'hui, dans nos médias, il n'y a pas une ligne claire. D'abord, les médias publics. Voilà. Mais vous avez été à Ouaga. J'étais à Ouaga, j'ai parlé avec les responsables de la presse. J'ai trouvé que toute la presse, au moins officielle, est derrière le président Ibé. Ah, la presse officielle? Très clair. Et quand on ouvre le journal, si le président parlait, on ouvre avec le président. Mais c'est ce qui s'est fait ici chez nous? Je ne voudrais pas entrer dans ce débat encore. Donc, ce que j'ai vu là-bas et j'ai vécu, je vais raconter ici. Mais dans les médias privés? Médias privés, même chose. D'abord, la plupart des médias privés sont subventionnés. Par l'État? On donne quand même quelque chose parce que les médias, il faut des moyens. On ne fait pas les médias avec des paroles. Il faut des moyens. Ce n'est pas donner des miettes. Donc, on donne de l'argent, mais on donne une orientation pour défendre la patrie. Très clairement. On ne donne pas des amis. Et j'ai trouvé honnêtement, les traitements d'information, c'était de meilleure qualité. L'autre côté. Oui. C'est vrai, ils peuvent avoir des lacunes. C'est un pays pauvre, il n'y a rien comme chez nous. Oui. Mais il y a un peu certaines organisations. Donc je disais que j'ai trouvé à Ouaga les journalistes, mais aussi les intellectuels. J'en ai discuté avec certains intellectuels. Je leur ai dit, mais vous qui êtes là, pourquoi vous n'écrivez pas? Parce que quand quelqu'un veut savoir ce qui se passe dans un pays, il faut qu'il y ait des publications. Oui. L'intellectuel m'a expliqué qu'il y a des problèmes, mais ils sont en train d'écrire. Peut-être d'ici 2 ou 3 ans, il y aura un livre qui va expliquer la vision du président Ibrahim Traoré. Après ça, j'ai eu des contacts avec... J'ai tenu une conférence de presse, conférence débat, pas de presse, au consulat de notre pays à Ouaga. Oui. C'est le consul honoraire. On a invité les Congolais, on a discuté. Et curieusement, certains amis de l'Est, je ne sais pas, sont-ils manipulés? Sont-ils conscients? Mais sur place à Ouaga. À Ouaga. Oui. C'est une contestation venait beaucoup plus de l'Est que de l'Ouest. Disons quoi? D'abord, il se présente, moi je suis de l'Est, moi je dis non, tu es Congolais. Il n'est pas de l'Est, tu es Congolais. Il y avait une sœur qui était dans la salle, qui a pris parole pour dire, mais chez nous, on ne comprend pas. Pourquoi on ne parvient pas à identifier les gens pour savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas? C'est une religieuse. Mais il y a un autre qui a pris parole pour dire, non, nous voulons
qu'on balkanise les pays, il est trop grand. Non, son point de vue. Ouais. Et je lui ai posé la question. Si aujourd'hui, on coupe le Congo, les deux Kivu sont sous contrôle des Rwandais, accepterez-vous de d'être dominé par les Rwandais? Il n'a pas répondu. Et j'ai vite compris, il y a d'une part une manipulation. Il y a des mains noires qui... oui, mais c'est normal, Congolais, c'est normal, c'est la bonne guerre. Les gens qui veulent faire croire qu'il y a des Congolais qui veulent que les pays disparaissent. Et parmi ces Congolais, on a recruté des élites qui tiennent ce discours-là. Mais aussi, il y a des Congolais qui sont des patriotes qui disent non, notre pays doit être uni. Et si j'ai eu même des Burkinabés qui sont des amis du Congo et qui fêtent un peu Rochero là-bas. Et quand je me déplaçais, il y avait la musique congolaise. Donc, il y avait un déficit, c'était un déficit de communication. Sur place, beaucoup de gens ne savaient pas ce qui s'est passé. J'ai amené 10 livres de Charles Onana avec 150 pour l'Holocauste au Congo. Oui. On a distribué. Vous faites bien sa campagne. On ne fait pas la campagne. Charles Onana s'est sacrifié pour ce pays. Mais il y a aussi un Congolais qui a écrit, je me rappelle, c'est Claude Maluma. Oui, Maluma, c'est après. Oui, il a écrit, c'est sorti, c'est après. Mais Charles Onana a fait 25 ans. Il ne fait qu'écrire sur le Congo. On ne lui a pas demandé de le faire. On ne lui a pas donné l'argent pour écrire. Il a sacrifié toute ta vie. Et puis, c'est profitable pour nous. Quelqu'un qui écrit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous ramenez comme message? Ce que je ramène comme message, c'est l'organisation. Parce que quand j'étais sur place, il y avait une tentative de coup d'État. Le président Ibé en a parlé à la télévision. Et là-bas, dès qu'il y a tentative, on lance un mot d'ordre. Il y a les VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Ok. Donc, ce sont des jeunes gens. Dès qu'on lance un mot d'ordre, ces gens occupent toute la ville. Donc, c'est difficile aujourd'hui de faire un coup d'État au Burkina Faso. Vous pouvez le faire, mais vous ne ferez pas longtemps. Le peuple est debout. Et la jeunesse. Mais quand vous venez chez nous, les jeunes sont dans les stades pour écouter la musique religieuse. Ils meurent pour ça. Il y a un problème. Donc, il est temps de tirer les Dieu. Il loue Dieu. Quel est Dieu? L'Israël qui est le peuple de Dieu fait la guerre. Et vous allez prier Dieu? Ça ne marche pas comme ça. Il faut prier Dieu. D'un côté, vous avez la Bible, de l'autre côté, vous avez l'arme. Si quelqu'un veut la paix, si quelqu'un veut la guerre, vous vous battez. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Alors, vous êtes élite. Vous avez fait beaucoup d'années dans la presse, vous l'êtes toujours. Mais vous ne pensez pas que c'est aussi de votre faute, vous qui êtes aîné de la presse congolaise, vous n'avez pas réussi aussi à mettre en place une politique nationale pour arriver à communiquer bonnement pour le pays? Aujourd'hui, quand vous appréciez la communication qui est organisée ailleurs, mais pendant que chez vous, vous y vivez et vous avez fait beaucoup d'années dans la profession, mais il y a contraste. Non, là, c'est parce qu'aujourd'hui, vous commencez à critiquer beaucoup, mais il y a vraiment contraste. Il faut être très clair. Ouais. La politique nationale de la communication est définie par les gouvernements. Ce n'est pas les privés. Vous pouvez toujours apporter des idées. Vous avez des amis qui sont... Ce que j'ai fait ici, personne ne m'a demandé de le faire. Toute la campagne que j'ai faite, ça fait depuis 2009. Qui m'a demandé de faire cette campagne? C'est parce qu'en tant que citoyen, intellectuel, journaliste, je trouve quelque chose qui ne va pas. Je me prononce, je parle. Bref, vous voulez à ce qu'il y ait de l'organisation. Il faut qu'on s'organise très rapidement. Pour qu'on mobilise notre peuple, notre jeunesse. Qu'on l'éduque de façon que les jours où on va tenter de faire, comme on avait fait le coup d'État ici, comme ça a échoué. Et puis après, on s'est retrouvé au stade. Hein. Ah, tu vois, au lieu d'être dans la rue pour défendre la patrie, défendre les pouvoirs, non, ils vont les prier. Tu vois un peu la contradiction. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opium du peuple. Et c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Il faut qu'il y ait de l'ignominie d'ailleurs. Parce que tu vas voir, c'est une distraction. Les gens meurent pour Dieu, mais ne sont pas capables de mourir pour leur liberté. Si on lance ce mot d'ordre de salut, nous battre pour la patrie, vous verrez personne. Mais quand on dit c'est Dieu, tout le monde est là. Mais ça soulève quand même certaines questions. Oui. La première, les sponsors. Pour prendre ces stades,
minimum, c'est 50 à 100 000 dollars. Le stade de Martyrs? Je pense que ça coûte trop cher. Vous pensez que vous allez chanter comme ça gratuitement? Il y a quand même 50 à 100 000? Oui, vérifie. Je pense minimum, hein, 50 à 100 000. Allez vérifier. On va vérifier. Pour toute journée. Oui. Mais qui finance? Pour quel objectif? Et quelle opportunité? On le fait quand notre pays est occupé. Pourquoi ces mêmes pasteurs, ces mêmes églises, ces mêmes chanteurs qui organisent des concerts au stade ne peuvent pas le faire pour les pays? Au Burkina Faso, on le fait. Mais ce n'est pas des églises. Ça, c'est les régimes qui organisent tout le monde dans le stade pour défendre la patrie. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi? Il y a un problème. Voilà pourquoi je suis parti sur place pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Mais Ibé est confronté à la mafia. Comme le président Tshisekedi ici est en face de la mafia. Lui-même le reconnaît, hein? Il l'a dit ouvertement. Ouais. Il y a toute une mafia qui s'est installée. Voilà pourquoi on s'embrouille. Ibé a des problèmes. Pourquoi? Il y a dans le Sahel, il y a les vendeurs de drogue. Donc, tous des vendeurs financés par les impérialistes, toujours? Non, des vendeurs de drogue, des trafiquants. Ils quittent l'Amérique du Sud, ils descendent là-bas dans le Sahel. Parce qu'il n'y a presque pas d'État. Ils atterrissent, ils prennent la drogue, ça part en Europe. Blaise Compaoré, qui avait assassiné Thomas Sankara, lui était complice. Et le Burkina Faso était la plaque tournante de toutes les rébellions dans l'Afrique de l'Ouest et de toutes les crises. C'était Blaise Compaoré. Tous les bandits étaient à Ouaga. Donc ça, quand il est parti, le président qui est arrivé ne voulait pas. On l'a écarté. Quand Yébé est arrivé, il a trouvé les mêmes problèmes. On est parti les voir s'ils peuvent négocier avec lui. Comme ça, lui reste tranquille. Il peut faire même 10 ans au pouvoir, même 20 ans. Qu'on laisse faire leur magouille, leur trafic de drogue là-bas. Il va refuser. C'est ainsi qu'on manipule, avec tous les Français qui n'ont pas voulu céder la place, on manipule ces jeunes gens qu'on dit ce sont des djihadistes qui attaquent les Burkina Faso. Mais la chance de Ibé, c'est quoi? Il a signé des accords avec la Russie. Maintenant, il est protégé par les Russes. Voilà, en dehors de la population que les soutiennent, il y a maintenant une protection de Poutine. Voilà pourquoi il tient. Voilà. Freddy Mulumba, on va vraiment entrer dans le vif de ce plateau spécial. Situation à l'Est. C'est vrai, on a essayé déjà d'en parler. À l'Est de la République démocratique du Congo, vous l'avez suivi, comme tout le monde, que le président angolais des Affaires étrangères est à Kinshasa. Il a eu un tête-à-tête avec sa collègue, sa collègue congolaise, qui est Thérèse Kaikwamba, Wagner, pour faire l'évaluation des accords signés sur les cessez-le-feu il y a peu à Luanda. Est-ce que vous pensez que les choses marchent bien sur terrain? Non, ça ne marche pas bien. Nous avons attaqué, on n'a pas attaqué les Rwandais ni l'Ouganda. Nous fait la guerre. On a occupé Bunagana, ça fait 2 ans. On a occupé Kanyabayonga. On a occupé la mine la plus riche, 80% du coltan du monde, à Rubaya, par les troupes de Kagame, de Museveni et des multinationales occidentales. Comment, dans ces conditions, on peut venir demander aux gens de respecter les cessez-le-feu? Vous voulez demander à Kagame et Museveni de retirer leurs troupes? Il y a une contradiction. Il y a une contradiction grave. Mais c'est un pas vers la. Il n'y a pas de pas, ça fait plus de 30 ans qu'on négocie. D'abord, on négocie quoi? Pourquoi négocier? Le président l'a dit clairement qu'il retire d'abord leurs troupes. Kagame doit retirer ses militaires du territoire congolais. Et puis on va négocier. Non, on va parler. Oui, on va parler. Oui. Il lui a dit, c'est un criminel. C'est très clair. Je pense que quand vous suivez le président, vous vous rendrez compte que l'homme n'a pas changé. Il est resté le même. Mais il y a des pressions extérieures qui demandent à ce qu'il négocie avec Kagame pour qu'on intègre encore tous les bandits d'M23, comme on a toujours fait, qu'ils entrent au gouvernement, et dans l'armée, et dans toutes les institutions. En fait, c'est un processus qu'on a mis en place pour balkaniser. C'est une guerre d'usure. Ça fait 30 ans, mais ça fera 30 ans.
Il y a des générations qui ne connaissent pas. Oui, bien sûr. Et vous allez, les vieux vont se fatiguer. Et là, le Rwanda est en train de chercher à encercler la RDC, déjà, des terres au Congo-Brazza, en Zambie, et bientôt c'est en Angola. Non. Le Rwanda a acheté des terres en Centrafrique. Il a acheté des terres au Congo-Brazzaville, en Zambie. Je ne sais pas dans quel pays encore qu'il a eu des terres. En Angola, il y a négociation. Chez nous, il a acheté. Ce n'est pas le Rwanda. Monsieur Kagame joue le rôle d'un négrier d'État moderne. En fait, l'achat des terres qui sont faits par Paul Kagame, c'est en prévision de la révision des frontières de l'Afrique. Ok. En prévision de la balkanisation. Parce que les États... Et pour que les peuples Tutsis puissent avoir... oui, peuple Tutsi ou pas, on va utiliser les Rwandais pour gérer l'Afrique centrale. C'est ça la gestion, et ça l'objectif. Et ensuite, pour qu'on crée l'État fédéral de l'Afrique de l'Est. Ça, c'est Museveni qui est le grand penseur. Kagame ne fait qu'exécuter. Donc, nos amis occidentaux, ce qu'on appelle globalistes, mondialistes, en prévision de la révision de la partition de l'Afrique, ils prévoient déjà que l'État congolais tel qu'il est là, peut-être d'ici 2030, ça ne va pas exister. Parce que les frontières qu'on a, c'est une frontière de la colonisation. Dans l'ère mentale, ceux qui ont construit le Congo, qui ont construit presque l'Afrique, tous les États africains, ils ont encore le pouvoir de construire et reconstruire de nouveaux États. Et ces nouveaux États, ce ne sera pas dans les frontières héritées de la colonisation. Maintenant, les acteurs non étatiques, ceux qu'on appelle globalistes, veulent avoir les parts des choses. C'est ainsi qu'ils utilisent Kagame. En achetant toutes ces terres partout, il n'est pas que seulement qu'ici. Kagame partout en Afrique. Oui. Tu les verras au Bénin. Mais ils trônent sur les taux là-bas. Ce n'est pas Kagame, c'est un petit pays du tout. Et c'est un pays contributeur aux forces onisiennes. C'est ce qu'on dit, peau noire, masque blanc. C'est un négrier. Vous pensez Kagame qui agit? Non, ce sont des blancs. C'est comme la guerre que nous connaissons à l'est du Congo. Vous pensez que si aujourd'hui on veut faire la guerre avec les Rwandais, il peut tenir debout. 10 millions d'habitants, nous sommes 120 millions. Il ne tiendra pas debout. Nous faisons la guerre contre les multinationales qui étaient à Berlin en 1885, qui ne veulent pas lâcher les matières premières congolaises. Et qui continuent à croire que les Congos, c'est leur bien privé toujours. Leur plate-bande. Et pour cela, on utilise Kagame et Museveni. Mais ce que Kagame et Museveni ont oublié, ils ont trahi l'Afrique. Ils paieront trop cher. Mais vous oubliez aussi que Mobutu a servi ces impérialistes. Mobutu a fait la même chose contre l'Angola. Quel était le résultat? Kagame, c'est le même trace. Vous ne pensez pas que nous sommes en train de payer aussi les prix? On ne paye pas. On ne paye pas. Je pense c'est en Occident on décide. On a décidé pendant la guerre froide d'utiliser Mobutu. Pendant la période où Clinton est arrivé avec le mondialisme, on a pris Kagame et Museveni. Maintenant, il y a une nouvelle ère. Nous retrouvons ce qu'on appelle la compétition entre grandes puissances. On n'a pas besoin de Kagame ni de Museveni. Maintenant, on a besoin de grands États pour faire face, donc, ils sont alliés de l'Amérique, pour faire face à la Chine. Ce n'est pas par hasard que le président Ruto soit reconnu maintenant comme allié stratégique de l'Amérique. Oui. C'est en prévision de tout ça. En prévision de la compétition avec la Chine, en prévision d'un nouveau partage de l'Afrique. Donc nous sommes déjà dans ce nouveau partage. Donc on peut se poser la question ici, Rwanda, Ouganda, Burundi et le Kenya, avec qui parler? Je pense que le seul pays, ou bien le seul président qui est correct, c'est le Burundais. Celui-là, il a le sens, pas c'est militaire, il a le sens de l'histoire, il comprend. Et puis il ne se déplace pas trop. Hein? Oui, il comprend où est-ce qu'on part. Kagame, il ne faut pas croire, Ruto, il ne faut pas croire, tout comme Museveni. Ce sont des négriers d'État moderne. Mais l'histoire donnera raison aux Africains parce que ce qui se passe ici, c'est un processus de libération. La deuxième libération pour que les Africains aient le contrôle des matières premières, de leurs richesses, au profit de leur peuple. Mais à condition que les élites soient à la hauteur des enjeux. Mais quand vous avez des élites corrompues, des élites qui sont des jouisseuses
il est difficile que l'Afrique soit debout. Capable de trahir leur patrie. Oui, ils vendent leur âme parce qu'il faut du bien matériel. Et c'est partout, c'est dans tous les domaines. Donc, je te dis que... Vous entrez dans la presse, il y a ceux-là qui ont vendu leurs âmes pour détruire leur pays. Dans l'enseignement, n'en parlons pas. Et donc, même parmi les commerçants, les gens qui partisent avec les ennemis de la République pour arriver à faire souffrir le peuple. Mais je pense que le président en a parlé concernant les prix. Mais il fallait au-delà. Regarde, aujourd'hui. Mais on a osé, la Zambie a, vous savez, Zambie a essayé de fermer ses frontières. C'était des pleurs et grincements des dents au niveau du Haut-Katanga. Non, ce que j'ai dit, nous sommes un grand peuple. Il faut vite se reconnecter à l'histoire. Ce pays est trop riche. Je dis trop riche. Mais nous avons une population pauvre. Là où il y a des élites, les Sud, doivent s'interroger pourquoi cette contradiction. Pauvreté de la population, richesse du pays. Et sont les étrangers qui sont riches, et non les Congolais. Ouais. Toutes les banques commerciales sont sous contrôle des étrangers. Toutes les mines. Sous contrôle des étrangers. Celui qui contrôle la monnaie. À qui la faute? Tu ne vas pas dire que la faute est au président Kabila. Pardon, Tshisekedi. Le président Tshisekedi a trouvé... Qui a vendu les mines? Les mines. Vous connaissez la personne qui a vendu les mines? Non, vous pouvez le dire. Non, vous connaissez. Vérifiez. C'est ça le travail d'un journaliste. Tous les contrats miniers qu'ils ont signés. Qui a vendu les banques? Albert Youma l'avait dit à l'époque que nous avons été mal conseillés par la Banque mondiale. Oui. Il faut tirer les leçons. Qui a vendu les banques? C'est la Banque mondiale qui veut conseiller. Pourquoi vous acceptez? Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut contrôler l'économie? L'économie nous échappe. Mais avec toutes ces mesures prises, ça me permet de vous poser cette question, est-ce qu'on va faire stabiliser notre économie nationale ou bien... Moi, je ne crois pas. Ouais. Je ne crois pas. Il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Parce qu'on n'a pas touché les fonds du problème. C'est quoi les fonds du problème? Les fonds du problème, nous ne contrôlons pas notre monnaie. Il faut importer. Il faut exporter. On importe. Qui importe, c'est la banque centrale, il faut que les devises passent par là. Toutes les banques sont étrangères. Ce sont les étrangers qui importent, ce ne sont pas des Congolais. On exporte. Ça passe par où? Par la banque. Ce sont des mines. Est-ce que quand l'argent, quand on exporte, est-ce que les recettes retournent dans des banques commerciales congolaises? Non. Tout reste à l'extérieur. Donc pourtant, il y a une loi. Il y a une loi qui dit donc tous les opérateurs miniers doivent laisser, je crois, sur 60% de leur part dans des banques. Mais il y a un cancer. C'est la corruption. Notre élite est corrompue. Notre élite est corrompue. Parce qu'ils ne sont pas capables d'appliquer ces mesures. Dès qu'on donne l'argent, ils sont capables, ils achètent. Regardez aujourd'hui la ville de Kinshasa. Regardez, on construit combien de bâtiments? Est-il possible? On se plaint, il n'y a pas d'argent. De l'autre côté, on construit partout. Qui construisent? Vous allez voir des politiciens, vous allez voir des militaires. Vous ne verrez pas un commerçant construire un bâtiment dans 5 jours. Ce sont les politiciens qui construisent. Ça signifie qu'il y a l'argent, ça quelque part. Nous devons mettre de l'ordre. Ça, c'est la prise de conscience de tout Congolais. Si nous voulons mériter ce pays, commencez par être rigoureux, sérieux, organisé. Ça demande de l'intelligence, ça demande des sacrifices. Les drames est que nos élites qui adorent la jouissance, quand vous faites les tours des restaurants, ils prennent la champagne, ils sont ivres, ils ne font que boire et manger. Espérons que, comme vous avez parlé de l'intelligence, espérons qu'avec la nomination du nouveau administrateur général adjoint au sein de l'Agence nationale de renseignement, qui va s'occuper désormais de l'intelligence et puis économie du pays, pourra faire quelque chose sur terrain. Non, il ne faut pas seulement voir l'individu. Il faut faire appel à l'intelligence. On ne peut pas construire ce pays sans intelligence. Pourtant, nous avons beaucoup de gens qui sont Congolais, non, il y a des gens qui sont intelligents, ils sont dans la rue. Délaissés. Dans la rue. Il y a des choses, quand on regarde, ça interroge toute personne humaine. Nous voulons... En commençant par vous? Non, je n'ai pas parlé de moi.
Moi, j'ai fait mon travail, c'est défendre la patrie. Limite par là. Vous ne vous attendez à... Non, je défends seulement la patrie. Ok. Donc, je ne voudrais pas... Jusqu'à la mort. Hein. Ouais, comment? C'est la patrie ou la mort? Donc, je disais, si on veut reconstruire le pays, il faut des meilleurs. Le Congo a la Et chance... faire participer tout le monde. Non, j'ai dit des meilleurs. Ça signifie que vous n'allez pas prendre un économiste qui a un faux diplôme. Vous prendrez un économiste qui ça maîtrise... aussi, c'est le problème. Hein? C'est ce que j'ai dit, qui maîtrise les sciences économiques et qui a publié. Vous lui confiez une responsabilité au niveau, par exemple, de conseil, comment on appelle ça, de l'intelligence économique, M. Olumba. Vous mettez des gens compétents. Vous allez voir, des gens compétents mais honnêtes. Les problèmes qu'on peut avoir, des gens compétents, mais malhonnêtes et des voleurs, des corrompus, vous aurez quoi? On va tourner en rond. Donc, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Notre élite n'a pas pris conscience jusqu'à présent et il n'a pas l'essence de sacrifice. Moi, je prends toujours l'exemple de Tiens Tshisekedi. Vous savez comment est-ce qu'il a souffert? Le drame est qu'on ne vous raconte pas son histoire. On devrait raconter l'histoire à tous ces jeunes gens. Comment lui a souffert. Tshisekedi a souffert pour la liberté. Mais on dit aussi qu'il partisait en coulisses avec vous. C'est parce qu'on n'a pas écrit. On n'a pas beaucoup écrit. Il faut expliquer à notre jeunesse, donner à notre jeunesse les repères. Vous avez Lumumba, vous avez Kasavubu, vous avez Mulele, Kimpavita, vous avez Kimbangu, vous avez Etienne Tshisekedi, vous avez Laurent Désiré Kabila. Ce sont de tels repères qu'il faut donner à nos enfants pour reconstruire leur imaginaire. Malheureusement, même l'école n'arrive pas à donner même ça. Voilà l'importance. Ouais. L'importance des médias qui doit formater l'opinion. Je prends un exemple. On a commémoré le 2 août, ce que vous appelez Génocoste. Ouais. Non, moi je préfère appeler génocide de Congolais. Parce que le mot je connais Génocoste sur le plan juridique n'existe pas. Nous l'acceptons quand même. Non, il faut corriger. On corrige, on met une commémoration qui fait partie de votre combat. Oui, c'est le combat de tout le monde. Mais moi, j'avais voulu que ces jours-là, qu'il y ait des débats, qu'on explique aux gens, génocide congolais, ça signifie quoi? Non, les gens ont fait du bruit, c'est terminé. On a oublié. Dis-moi un peu, on a parlé de ça. Combien d'ouvrages, combien de livres ont été écrits? Nous sommes encore dans l'oralité. On est content. J'ai lu quand même ces livres de Malouma. Oui. Génocide au Congo pour votre confort. En tout cas, c'est bien fait. J'ai dit que c'est bien fait. Est-ce que durant cette commémoration du génocide de Congolais, on en a parlé? Nous continuons à en parler. Non, quand on en a parlé, ça signifie que c'est au niveau du gouvernement. On va voir qui ont publié sur ça. On engage un débat dans les médias. C'est comme ça que les idées se fixent dans les mentales des enfants qui grandissent. Parce qu'ils regardent les médias, ils regardent les réseaux sociaux. Quand vous regardez dans les médias, il y a la prière, il y a la musique, il y a le football. Mais il n'y a pas de débat de fond. Et ce qui est encore grave, quand vous regardez nos réseaux sociaux, il n'y a que des insultes. Donc, il y a un problème. Je pense que nous devons nous faire quand même une autocritique. Pour mériter ce pays, il faut être puissant. On ne peut pas rester comme ça. Comme on s'embrouille, pensant que demain, Dieu va tomber du ciel, il va tout régler. C'est faux. Il faut que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. Nous devons nous organiser. Chercher les meilleurs d'entre nous. Et accepter un minimum de sacrifices. La liberté, on ne peut pas l'avoir gratuitement. Ça demande qu'il faut accepter le sacrifice et savoir pourquoi vous vous battez. Mais chez nous, la confusion totale. Moi j'ai dit ça, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. On ne sait même pas pourquoi on se bat. Pourquoi on vient vous embrouiller. Comme on s'embrouille là. Hein? On dit, il y a telle manifestation. Non, il y a des stades qui... C'est Mike Kalambaye qui a chanté, les gens étaient là contents, mais il y a eu des morts. Est-ce que vous avez vu un débat dans les médias pour savoir comment les gens peuvent mourir pour la musique religieuse alors qu'ils ne sont pas prêts pour se battre pour la liberté et l'indépendance du pays? Non, mais ils sont morts par étouffement. Ouais, mais on pouvait éviter ça. Pour aller se battre contre l'ennemi, ça, vous savez, vous êtes conscient que je pars. Vous trouvez normal? Je pars. Non, vous trouvez normal. Un pays. Des choses. Non, vous trouvez normal. Un pays occupé. 2 ans. Les mines les plus riches. Même quand on parle de tournement des prix là. Mais un pays occupé, Freddy Mulumba, un pays, il est occupé bien sûr, mais est-ce que les gens à l'Est
ne se marient pas, les gens ne marchent pas, ne se promènent pas. Faites un effort, vous êtes des journalistes, allez dans les camps des réfugiés de Rutshuru. Oui. Vous allez voir. On vous dit qu'il y a 7 millions. 7 millions de déplacés internes. Allez à Rutshuru. Non, mais ce sont les mêmes impérialistes qui ont prémédité cette guerre et puis qui nous donnent également des chiffres après. Mais non. Mais oui. Non, ça c'est pas l'impérialisme. Vous voyez le peuple souffrir. Ce n'est pas l'impérialisme ça. Vous voyez le peuple souffrir. Nous faisons quoi? C'était le moment où on devrait avoir les intellectuels, mais les véritables. Moi, j'aurais voulu aussi, Freddy Mulumba, que vous puissiez faire les déplacements de l'Est. Au lieu d'aller à Ouaga, au lieu d'aller à Bruxelles, où vous tenez des conférences, mais allez-y aussi à l'Est. Non, d'abord, il faut... Vous avez peur? Non, c'est pas avoir peur, c'est mon pays. C'est d'abord, il faut que la presse, vous journalistes, votre travail, c'est aller sur place, prendre les images et montrer à notre peuple la situation dans laquelle se trouvent nos frères qui sont là-bas. Vous ne faites rien. Et vous allez seulement à Ouaga, à Bruxelles, ailleurs. Vous ne savez pas que notre image à l'extérieur est ternie. Mais le président le fait tous les jours. Ben, le président l'a fait. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on parle du Congo. Nous sommes sur cette ligne-là. Moi, j'ai fait le tour, j'ai fait pour l'Afrique. Parce que je pense et je suis conscient que ce continent sera construit par les panafricains. Okay. Je suis conscient. Donc, nous sommes en train d'expliquer aux Africains, sans les Congo, il n'y a pas d'Afrique. Parce qu'ils ont des petits pays là. 5 millions, 10 millions, 15 millions. Ils n'ont pas de richesse. C'est à partir du Congo que l'Afrique va se développer. Il faut que les Congolais soient conscients. Oui. Nous sommes le cœur de l'Afrique. Donc il faut faire un effort pour construire une puissance au centre du Congo pour que toute l'Afrique se développe. D'ailleurs, je pense en 2021, le président Tshisekedi était président de l'Union africaine. Oui. Quel a été le thème? L'Union africaine au service des peuples africains. C'est ça. Donc, le thème que lui-même a proposé. Mais dont le mandat a été critiqué par ses pairs. Non, ce n'était pas critiqué, ça a été saboté. Le mandat a été saboté. Vous ne savez pas les enjeux. Nos amis occidentaux ne veulent pas que les Africains se réveillent. Parce que si vous allez vous réveiller aujourd'hui, on ne saura pas vous exploiter. C'est comme on s'embrouille, ils sont contents. Vous voyez, vous êtes à Kinshasa, vous priez, vous dansez, mais là-bas, les mines de Roubaïa. Non, Roubaïa, il pille. Il pille. Il prend gratuitement, il vend à qui? Est-ce que vous avez vu nos amis qui viennent, qui vous disent des dons, des leçons de bonne gouvernance, attaquer Kagame, qui est en train de piller les minéraux du Congo? Rien. Ils sont tous complices. Donc moi, je pense que... Mais déjà, oui. Vous pensiez? Non, je pense que le moment est arrivé... que le peuple se réveille. Non. Que les élites, les véritables élites, conduisent le peuple à une certaine libération. La libération d'abord mentale. Changer l'imaginaire. Il faut donner l'information à l'autre peuple et les former. Et quand un peuple est informé et formé, il va comprendre l'essence de la lutte. Donc commençons par là. Comme le chef de l'État l'a dit, hein, il a fait une sortie médiatique dernièrement quand il était à Bruxelles pour raison de santé. Mais c'est vrai que sa sortie n'a pas enchanté une frange de la population, mais également certains hommes politiques, parce qu'il a traité de Kabila comme étant l'autorité ou les faiseurs de l'AFC de Corneille Nangaa. Martin Fayulu, bon, qui essaye un peu, qui jusque-là n'arrive pas bien sûr à reconnaître les résultats des urnes. Moïse Katumbi, qui est comme un homme libre, là, qui ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il veut aussi, d'ailleurs. Mais est-ce que le président, c'était vraiment opportun pour qu'il arrive à tenir ce genre de discours? Ouais, je pense qu'il y a la seule personne la mieux informée et la mieux renseigné, c'est le président. Il ne parle pas au hasard. Qu'est-ce que vous avez retenu de bon et de mauvais? Sa position, non, de bon. Il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas eu de mauvais? Non. Ce qui était de bon, parce que je dis qu'il a toutes les informations que nous, on n'a pas. Vous pensez qu'il a parlé au hasard? Mais il y a ce que l'on appelle, loin de moi pour donner des leçons, mais les secrets d'État. Quel secret d'État? Les gens meurent, vous parlez encore de secret d'État? Le pays est en faillite, vous parlez encore de secret d'État? Mais Kabila lui-même est où? Ça, je ne sais pas. C'est pas là où il est. Donc, le président est la personne la mieux informée.
normalement, dès qu'il a terminé de parler, voilà l'importance des médias. Je vous dis qu'il n'y a pas une politique nationale de communication. Vous rêvez. Dès que le président termine, sur tous les plateaux de télévision, on cherche, en ce qui concerne les prix, on cherche des économistes. Je dis, on cherche des économistes. Pas de diplômés en sciences économiques. On cherche des économistes, on cherche des politologues, des géopolitologues. On organise des plateaux. C'est comme ça un État moderne fonctionne. Ça se passe en Amérique, même à Paris, là. Vous avez essayé, là où le président est passé. Chaque jour, il n'y a que des débats, bien qu'ils soient orientés. Mais regardez nos médias. Mais c'est la liberté d'expression. Vous dites? La liberté d'expression et de travail. C'est pas non, ça c'est dangereux. Je dis que le travail d'un journaliste, c'est donner l'information. Après information, on fait des commentaires. Alors, tout retombe sur le gouvernement qui doit organiser. Parce que vous parlez ici de l'organisation communicationnelle. Je dis que c'est le gouvernement qui décide de l'orientation de la communication nationale. Ce n'est pas les individus. C'est le gouvernement. Je prends l'exemple quand le président parle, la terminé. C'est ce qui devrait se faire normalement. Pas avoir des individus qui viennent parler. Non. On dit les problèmes des prix. D'abord, qui ont publié. Pas de tweets, hein? Non, pas de tweets, non. Les médias. Il faut faire un plan. Pour les prix, on prend qui? Il y a par exemple le professeur Mokosamba. Il peut venir parler en tant qu'officiel. Après, maintenant, on va chercher des chercheurs, des économistes chercheurs qui ne sont pas des politiques. Et ils viennent voir la dimension scientifique expliquée. Parce qu'il y a des choses que le ministre Mokosamba ne peut pas dire. Un scientifique peut le dire. Donc vous donnez cette liberté-là de critiquer. On peut les critiquer aussi parce que tout ce qu'il dit n'est pas bon. Acceptez. C'est comme ça que une société avance. Il faut une gestion claire des médias. Que ce soit les médias, les réseaux sociaux, tout comme les médias ici, comment on appelle, donc les médias traditionnels. Ce que j'ai observé chez IB, regardez la manière où on fait sa communication sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi tous les jeunes se retrouvent en lui. Le narratif est bien choisi. La taille de son discours. D'ailleurs, ce qui est frappant, il vient de parler à la jeunesse africaine, à Ouaga. Il a parlé des enfants du Congo. Automatiquement, les Congolais se sentent concernés. Donc, tout est construction. Ça demande, il faut faire appel à nos meilleurs spécialistes pour aider d'abord le président Tshisekedi, que son discours soit bien compris par la population, sa pensée et sa position. Et aussi donner l'image à l'extérieur qu'au Congo, il n'y a pas que des danseurs. C'est l'image que ça donne. On me dit, mais chez vous, là, c'est ce qu'on m'a dit à Ouaga. Chez vous, là, il n'y a que des danseurs. On, dit, mais, non, on me dit qu'il faut abandonner la danse. Tu vois, on a ces clichés à l'extérieur. Parce que les médias ici ne font que la danse et la prière. Il faut permettre aux intellectuels congolais de s'exprimer. Comme ça, on va projeter une autre image à l'extérieur. Imaginez-vous si le président n'était pas sorti. Si on n'avait pas fait le tour du monde pour parler à tout le monde de la question du Congo. Comment on pouvait le savoir? Et quand il termine, dans les médias, il n'y a rien. Vous revenez à la prière, à la musique, mais il y a un problème. C'est ce que moi j'appelle. C'est ce que moi j'appelle, c'est la guerre hybride. On met la guerre à l'interne. On laisse les véritables problèmes de côté. Et il y a des mécènes pour ça. Mais comment? Ces mécènes-là, d'où vient l'argent? Tu peux trouver normal. Fali Poupa vient chanter ici au stade. Il y a à peu près 13 morts de jeunes gens. Les soirs, avant qu'il chante, vous avez eu qui? On a pris Bunaganda. Réalisé. Est-il normal? Donc, écoutez un peu, on a été à l'école des Blancs. On se pose des questions. Au même moment, il fait la musique, le concert, le stade est plein, et de l'autre côté, on prend Bunaganda. C'est une diversion. Comme ça, on divertit notre peuple pour qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe là-bas. C'est ça la réalité scientifique. Et nous devons parler à notre peuple, dire la vérité à notre peuple. C'est la vérité qui sauve, pas les mensonges. Les mensonges ne résistent pas au temps. D'ailleurs, il y a un ça vient avec l'ascenseur. Hein? C'est vrai que la vérité arrive à pas d'escalier, mais... Il y a un adage, un proverbe rwandais, en Kinyarwanda. La vérité peut traverser le feu
sans se brûler. Ok. Qu'il neige ou qu'il pleuve. Tu peux vivre dans des mensonges, ça va s'arrêter un jour. Donc on n'a pas intérêt à accepter les mensonges. Ça va s'arrêter. Un jour. Donc c'est le travail des intellectuels. Donc De ici, critiquer la société et d'orienter. Oui, vous voulez dire que les médias congolais ont raté l'occasion d'exploiter la sortie médiatique du président Félix Tshisekedi. Mais vous êtes ici. Moi, j'étais encore à Ouaga. J'étais ici. Chaque fois que je regarde les médias, il y avait quoi? Il peut y avoir une ou deux personnes qui parlent. Ce n'est pas là. Ni écrit, ni des grands débats dans les médias. Quand je dis faire les médias, les présidents parlaient. Il y a les problèmes de la guerre de l'Est. Il y a les problèmes de prix. Il y a les problèmes encore de quoi? De négociations politiques, tout ça. Les crises à l'île de Pest. On fait comment? À l'île de Pest, là, il y a des gens, vous les appelez, vous cherchez des spécialistes qui ont publié. Il y en a beaucoup qui ont publié sur l'île de Pest. Venez discuter. Ça, ce n'est pas le travail du président. C'est vous, la presse. De ne pas prendre parti pour un camp contre un autre, parce que ce que se joue ici, c'est l'avenir de notre pays. Vous invitez ces gens, chacun dans son avis, au moins on éclaire l'opinion. On ne peut pas comprendre que l'île de Pest aujourd'hui soit dans ces conditions. Mais ces propos tenus envers l'ancien président ou le président honoraire, Joseph Kabila, ça a courroucé son camp. Mon cher ami, j'ai dit ceci. Mais aujourd'hui qu'on a condamné Nanga et ses complices, mais le président a dit Kabila, l'AFC là c'est Kabila. Est-ce qu'il y a à discuter? Il n'y a pas à discuter. Maintenant, le travail de journaliste, c'est quoi? Le président en parlait. Il faut faire maintenant des investigations. Comme ça, pour éclairer l'opinion. Il a parlé, c'est fini. Le discours qu'il a fait encore chez LCI, quand il a parlé de la Chine, de la Russie, c'est fini. Est-ce que vous avez vu les gens parler ça? Donc, il y a un problème. Notre élite n'est pas à la hauteur des enjeux. Si on ne parvient pas à la changer, nous serons esclaves des autres. Le monde est violent, très violent. Vous voyez, on pleure ici, il y a 10 millions de morts. Est-ce que même nos amis occidentaux là, venez nous en parler? Et ils parlent de nos matières premières. Tu vois, ils parlent de nos matières premières. Ils sont intéressés. Oui, ils sont intéressés à ça. Les morts, là, personne n'en parle. Kagame occupe le Congo, il les pille. Non, il vient de dire non. Le président Tshisekedi allait négocier. Mais quand même, ils ne sont pas tous des fous. Voilà pourquoi Félix avait réuni son courage pour dire, mais c'est ça le mal qu'on vous reproche, vous, occidentaux. Mais pourquoi vous n'allez pas au Rwanda pour dire à Kagame de ne plus être président? Le président Tshisekedi l'a dit. Qui a expliqué ça au peuple? Voilà le problème du Congo. Les élites ne sont pas à la hauteur des enjeux. Au moins ces élites ici. Et moi, je peux dire ceci. Parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ça arrive? 80% de notre classe politique a été recrutée par Paul Kagame. Je dis 80%, avec l'arrivée de l'AFDEL. Lisez l'histoire. Hein. On a recruté beaucoup de gens par Kagame. Voilà pourquoi. Et pour déstabiliser ce pays. Ils ont prévu pendant 30 ans pour que le Congo disparaisse. C'est tout un plan. Lisez les auteurs américains. D'ailleurs, il y a un noir américain qui était Johnny Carson. Ce noir américain était secrétaire d'État sous l'administration Obama. Il a fait une déclaration, je pense, au mois d'avril 2013-14, devant un think tank américain, Brookings Institution. Ouais. Et l'homme a dit ceci, laissons les Africains se battre jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer, ils vont trouver une solution. Donc nous sommes là, tu vois, nous nous battons, laissez-les se battre. À la fin, on va imposer un schéma. Donc le schéma, au bout de ce qui se passe ici, c'est l'implosion du Congo, pour ne pas dire la recolonisation du Congo et de l'Afrique. Là, les intellectuels, les élites, au moins qui sont encore lucides, doivent informer notre peuple, mobiliser notre peuple pour nous battre. En tout cas, on va se battre pour la deuxième indépendance, pour le contrôle de nos richesses, pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent quand même normalement, comme des humains. Donc, avec la condamnation de Corneille Nangaa, vous pensez également c'est un pas? On a bloqué parce que... On a bloqué parce qu'on voulait que Corneille Nangaa vienne encore négocier. On va négocier avec lui. D'abord, c'est un bandit.
Le président a dit niet. Non, c'est clair. Il ne va jamais avoir ces gens-là autour d'une table. C'est très clair. Freddy Mulumba, le plaisir était pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'est vrai que vous avez passé beaucoup de temps à Ouaga et vous revenez avec de la honte par rapport à ce qui s'est fait ici. Manque de politique communicationnelle nationale. Mais à Ouaga, on arrive à faire intérioriser au peuple burkinabé qu'il faut défendre sa patrie. Sa patrie, exact, oui. Merci d'être venu. Oui, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs, spécialement pour aujourd'hui. Vous m'avez retrouvé, bien sûr, à la présentation de ce plateau spécial. Vous allez retrouver votre présentateur habituel, Eddy Kaniki, dans nos différentes programmations. Mais pour l'instant, passez une suite de la programmation de nos émissions et à tout à l'heure. Merci.